Hey, salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui aurait dû sortir mercredi, mais vous n'avez rien vu. Enfin, pour le coup, oui, effectivement, vous n'avez rien vu sur la chaîne puisque je n'ai rien sorti. Mais du coup, je vous retrouve pour cette vidéo qui a quelques jours de retard malheureusement. J'espère que finalement ça ne vous gênera pas pour un update lecture. Sachez que je ne vais pas pouvoir traiter tous les livres que je n'ai pas traités depuis le dernier update lecture dans celui-ci, puisque sinon... Attendez, c'est lourd. Voilà. Bon, il y en a un qui est en double, parce que c'est pour vous le faire gagner. Je dis ça, je ne dis rien. Mais ça fait beaucoup trop pour un update lecture, donc non. Non. Je vais en sélectionner quelques-uns. De toute façon, vous avez eu mes avis au fur et à mesure dans les reading vlogs. C'est peut-être plutôt une vidéo finalement qui va concentrer les différents avis, puisque dans mes reading vlogs finalement, je ne fais pas que lire, vous l'avez remarqué, je vous parle de beaucoup de choses et je vous partage aussi énormément de choses. Quelque chose que j'apprécie d'ailleurs, et apparemment vous aussi, puisque vous êtes assez assidus de ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc merci. Mais petit aparté clos, du coup, ça fait beaucoup et je vais en sélectionner quelques-uns et là je me dis que je suis déjà en train de vous faire une intro à rallonge et comme je ne veux pas une vidéo à rallonge, allez on débute tout de suite. Pour la première fois sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur un update lecture qui est sponsorisé par un auteur, ici notamment une autrice qui du coup a eu la gentillesse de me faire parvenir cette œuvre et de me faire confiance notamment pour que je puisse découvrir du coup le tome 1 de Aube Astrale de Julia Briron, parce que des fois je brille des lettres dans son nom, la pauvre, aux éditions Anovi. Petite précision, sponsorisé, ça veut dire que oui, j'ai reçu de l'argent pour vous parler de ce livre, c'est un fait. Mais au-delà de ça, peu importe si je suis rémunérée ou non, que ce soit en cacahuètes, en argent ou je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est pas très catholique, ou en string de guerre, le fait est que mon avis reste le même, je suis totalement impartiale dans mes lectures. Le fait de rémunérer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on achète son avis, qu'on achète finalement un avis positif, pas du tout, parce que spoiler alerte, je l'ai apprécié, mais si je l'ai apprécié, c'est pour ce que l'autrice nous a amené et non pas parce que j'ai reçu de l'argent, non. Ici on va suivre une jeune demoiselle nommée Solène qui est âgée de 17 ans et cette chère Solène malheureusement vit seule avec sa maman puisque son papa a disparu il y a 4 ans de cela. Et le fait est que finalement elle essaye de s'épanouir autant que possible avec la disparition de cet être cher, sauf qu'à un moment donné elle doit aller au lycée et finalement elle se rend compte qu'elle peut pas aller dans n'importe quel lycée puisque son père l'a inscrite déjà dans un lycée. Alors sa mère et elle tombent des nues puisqu'elle n'était pas du tout au courant, donc du coup déménagement oblige, etc. Et elle arrive dans cette école et là, Solène et sa maman tombent des nues. Solène n'est pas humaine. Solène est une hécate. Une hécate, c'est une personne qui a certains pouvoirs, certains dons, c'est une communauté, il y a beaucoup d'hécates, et du coup elle apprend que elle n'est pas humaine, que son père n'était pas humain, et patati et patata. Donc autant vous dire qu'on est typiquement dans ce genre d'univers fantastique où on apprend qui on est, où on essaye de se découvrir, de découvrir finalement quelle est notre histoire, quelle est l'histoire de ce peuple dont on fait partie et dont on ignore tout, et le tout ponctué de quelques mésaventures. Tout d'abord un petit mot sur la plume de l'autrice que j'ai particulièrement apprécié. Il n'y a pas trop de descriptions, il n'y a pas trop d'étalage de sentiments, il n'y a pas trop peu d'étalage ni trop peu de descriptions. On est vraiment sur quelque chose de bien dosé, je trouve. On arrive facilement à apprécier Solène, à se voir notamment à travers ses yeux, puisque comme elle est comme nous ignorante, on va découvrir de A à Z les choses avec elle, et ça pour le lecteur, quand on tombe dans un univers où on découvre avec le personnage principal, c'est d'autant plus facile. Bon, ça se fait très bien en fantasy quand on arrive dans un univers qui est déjà établi et qu'on essaye de l'appréhender, mais des fois on a besoin d'un petit temps d'adaptation parce qu'on est un petit peu perdu, et typiquement dans ce genre de roman ce n'est absolument pas le cas. En plus de ça, vous avez notamment tout ce côté apprentissage de l'univers qui est très bien construit dans la mesure où elle va l'apprendre via des cours qu'il va y avoir dans ce fameux lycée, et du coup on va nous-mêmes assister à ces cours, nous-mêmes on va finalement voir ce qu'elle va recopier des cours qu'elle a ratés, et du coup on va avoir tout un cheminement qui va se faire. On peut avoir notamment des diagrammes qui nous sont proposés pour essayer de comprendre et d'illustrer un petit peu plus les propos des professeurs sur cet univers d'hécate, et
d'Hermès, puisqu'il n'y a pas que des hécates, hein, il y a toujours un pôle dit gentil, un pôle dit méchant, hein, notamment. Vous devinez bien que les hécates sont les gentils, que les Hermès sont les méchants, voyons donc. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée pour justement nous permettre de découvrir toute cette partie de l'histoire. Au-delà de ça, vous avez quand même un certain nombre de personnages secondaires. Et pourtant, on ne s'y perd pas. Ils ont tous un petit quelque chose. Vous avez la personne un petit peu froide, vous avez vraiment la personne chaleureuse, la personne qui a finalement le cœur sur la main, enfin la main sur le cœur. Vous avez ce protagoniste mystérieux et ténébreux, etc., etc. Donc ils sont nombreux, mais sincèrement pas une fois je me suis demandé qui ils étaient, aux petites exceptions faites, hein, il y a des jumeaux. Donc bon, là je pense que le doute peut être autorisé quand on est face à deux jumeaux, mais de toute façon on en voit bien plus un que l'autre, donc sincèrement on ne se perd pas dans tous ces petits détails-ci. Quelque chose qui est très appréciable est notamment le fait que on va rencontrer un personnage dit Hermès très rapidement. Et du coup on va être aussi plongé quelque part indirectement dans ce milieu d'Hermès, même si on évolue auprès des hécates, et j'ai trouvé ça super intéressant. Les rebondissements arrivent très vite, je m'y attendais pas du tout, puisque finalement comme elle découvre l'univers, on se dit qu'on va en découvrir plein et après il va se passer des choses. Pas du tout. Pendant qu'elle apprend, vraiment au tout début, là, pim, ça lui tombe sur le coin de la tête et elle a vraiment des réactions qui sont humaines et normales dans ce genre de situation. Je pense qu'on aurait été beaucoup à réagir comme elle face à ce genre de situation et du coup ça rendait son attitude d'autant plus plausible pour nous lecteurs. Donc sincèrement je ne peux que vous inviter à découvrir cette histoire. Moi j'ai adoré, j'attends de savoir, je vais demander du coup à Julia pour le tome 2 puisque j'avais vraiment envie d'avoir un petit peu quelques informations sur la suite. Pour le moment c'est un petit peu, alors c'est pas en stand-by, c'est juste qu'il y a quelques soucis actuellement, notamment avec l'apparition de son tome 1 avec la maison d'édition, donc on ne sait pas si pour le moment ce sera paru chez la même maison d'édition, je vais y arriver. Mais le fait est que je suis de près ce que Julia va me dire pour que je puisse notamment vous retranscrire ces informations, puisque sincèrement ce livre vaut le coup. Après, en parlant de coût, il est quand même à 25 €. Je comprends parfaitement que tout le monde ne puisse pas mettre 25 € dans un roman, donc n'hésitez pas à regarder en e-book pour vous le procurer à moindre coût, parce que sincèrement il est super sympa et c'est très intéressant toujours d'aider de jeunes auteurs qui débutent. Donc encore une fois merci à Julia pour sa confiance et pour cette lecture qui franchement m'a ravie. Vous le savez, hein, je vous apprends rien, je vous l'avais dit dans le reading vlog, mais je suis vraiment contente du coup de vous en parler dans cette update lecture. On va partir sur une lecture que j'ai adorée à un niveau. Je sais pas si on peut dire que c'est un coup de cœur ou pas, mais elle était tellement bien. Et je pense que vous la connaissez un petit peu si vous êtes assidus de YouTube et notamment des booktubeurs et booktubeuses qui sortent des romans, puisqu'en fait j'ai envie de vous parler du roman de Mrs. Bookie Armand. Elle a donc signé S.A. Yarmand, il s'intitule Amour, gluten et sororité et c'est un livre qu'elle a donc auto-édité. Ici on va donc suivre Yael. Yael est une jeune demoiselle qui déborde d'énergie, qui est blogueuse culinaire, qui est passionnée de lecture, de musique, qui adore se promener avec sa cousine, sa copine, pour aller faire les boutiques, pour discuter garçons, etc. etc. Finalement c'est une demoiselle un petit peu comme vous et moi, mais qui a une vie tellement intéressante. Bon déjà, premier abord, je suis désolée, ce livre va vous donner faim comme jamais. Je préférais vous le préciser parce que là, on est sur un niveau de miam miam dans le bidou qui est extrêmement élevé parce que, comme je vous dis, elle est blogueuse culinaire, donc elle doit faire toujours plus de recettes pour son blog et notamment pour le livre qu'elle va éditer. Et du coup, vous êtes là quand elle teste les trucs, vous salivez et vous dites oh j'en veux tellement, mais je peux pas en manger. Méchante Yael, méchante Sarah. Mais non, franchement, c'était super intéressant à découvrir. Vous avez aussi une culture de la musique, comme je vous dis, qui est très importante et du coup Sarah nous a glissé à la fin toute la playlist que Yael nous partage au fur et à mesure de l'histoire. Bien sûr que vous avez de la romance et en même temps je trouve que la romance dedans est très bien faite. C'est pas la romance parfaite, c'est pas la romance vraiment le truc romantique ou le bad boy pardon, qui attire, on a tiré, c'est mystérieux, c'est ténébreux, on y va, ce méchant garçon. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On parle de choses qui sont beaucoup plus contractuelles dans le sens où finalement on a affaire quelque part à un terme français, copain sexe. Voilà, on peut être avec quelqu'un juste par plaisir et pas par amour, ou en tout cas on peut juste profiter de ces petites choses de cette personne du moment que les deux sont d'accord. Et en fait vous avez ce genre de relation qui est mise en avant. Alors vous inquiétez pas, vous avez pas des descriptions de scènes de sexe intenses et torrides au possible, pas du tout, il y en a même pas énormément, donc là-dessus aucune inquiétude. Et en même temps vous avez quelque part aussi une construction de l'amour qui se fait petit à petit.
c'est pas quelque chose qui nous tombe sur le coin de la tête, c'est pas quelque chose auquel on s'attend, etc. Et du coup ça le rend d'autant plus plausible, parce que les belles romances où finalement coup de foudre et tout ça, enfin c'est joli mais c'est beaucoup moins réaliste, et là ça l'est d'autant plus. À côté de ça, les protagonistes secondaires, mais ils sont tellement géniaux, j'ai tellement rigolé avec la cousine de Yael, avec sa meilleure amie, enfin c'est trop drôle, et par exemple sa meilleure amie, elle est en couple depuis longtemps, et du coup elle parle de choses qu'elle vit comme une personne en couple depuis longtemps, avec son mec qui reçoit ses potes, qui est devant son match de foot et tout, et je vous assure, des fois j'étais là en train de sourire, je me suis dit mais le mien il fait ça aussi. Du coup ça me perturbait, mais c'est empreint de réalisme en fait, et c'est ça qui est super intéressant. Bon, comme je vous dis, hein, moi gros big up pour la cousine que je trouve drôle au possible, vraiment elle m'a... Oh, j'ai tellement ri avec celle-ci, et c'est ça qui est bon, c'est que vous avez cette dose de bonne humeur, de cocooning, de bien-être, c'était tout ce que je voulais, vraiment. J'ai adoré de A à Z. Par contre, si je peux rajouter un petit Z' pour dire que notamment il y a un petit truc qui m'a chiffonné, c'est la fin que j'ai trouvé un chouïa expéditive. On a en fait un épilogue qui nous raconte en, allez, 2 pages je crois, quelque chose comme ça, qui nous explique la tournure des choses après la fin annoncée, et en fait cette tournure qui est vraiment donnée en 2 pages, j'aurais aimé qu'elle soit développée plus en fait, je trouve que ça aurait été super intéressant de le faire, c'est le petit truc qui m'a manqué, mais ça n'a rien entaché à mon histoire, et j'ai adoré ce roman que je ne peux que vous conseiller, sincèrement. Voilà, j'adorais, c'était trop bien. Je sais que Sarah a terminé d'écrire son 2e roman déjà, donc je suis de près, j'attends de voir ce que ça va donner, mais celui-ci est tellement bien si vous voulez vraiment de la bonne humeur, une bouffée d'oxygène. C'est le roman idéal à lire dehors, sur votre transat, près de la piscine, en vacances. Je trouve qu'il s'y prête bien, sincèrement, et on est pile dans cette période en plus, donc n'hésitez pas à soutenir Sarah. J'ai également lu le tome 2 de la chronique des Bridgerton, signé par Julia Quinn, et à retrouver toujours aux éditions J'ai lu, donc j'ai enfin fini le premier intégral. Dans le tome 2, on va donc suivre Anthony, qui est du coup le frère aîné de Daphné, Daphné étant le protagoniste qu'on suit dans le tome 1, et notamment le protagoniste, enfin la protagoniste qu'on suit le plus dans la série Netflix. Et là, Anthony, finalement, il ne va pas avoir d'autre choix que de se marier, puisque du coup, il est duc ou vicomte, non il est pas duc, il est vicomte, n'importe quoi, c'est le duc de Hastings, il est vicomte, notre cher Anthony, et en fait il va falloir qu'il trouve quelqu'un, il va falloir qu'il fasse des enfants, puisque bah, c'est des choses qui sont quelque part importantes quand on est vicomte, il faut qu'on pense à la succession, etc. Et en fait, il va regarder un petit peu la saison de mariage qui arrive, en tout cas, et il va se dire qui est la fille la plus convoitée? C'est celle-ci? Ok, bon bah en fait je veux celle-ci. Donc du coup il va essayer de mettre le grappin sur cette demoiselle-ci juste parce que c'est la plus convoitée, voilà. Et en fait cette demoiselle-ci a une confiance énorme en sa sœur, et elle dit à n'importe quel homme qu'il faut de toute façon que sa sœur soit d'accord avant. Donc du coup Anthony essaie d'utiliser ses charmes sur cette fameuse sœur, sauf que là, hein, elle est pas dupe. Voilà, on est face à ce protagoniste qui finalement détonne de l'époque, qui ne se comporte pas comme tout le monde, qui n'a pas ce raisonnement qu'on attend d'une femme à cette époque. On est ici au 18e siècle si je dis pas de bêtises, non 19e siècle, excusez-moi, on est au 19e siècle, et du coup, vous savez, la place de la femme à cette époque était quand même quelque peu... Ah, ça m'horripile de parler de ça, mais voilà, on n'était pas du tout égalitaire, même si encore aujourd'hui des fois c'est pas évident de l'être et qu'on ne l'est pas totalement, mais actuellement on vit dans une idylle par rapport notamment à l'époque, très clairement. Et là, la place de la femme fait que elle doit pas avoir de répartie, l'humour, non, ça doit être une femme finalement, elle doit entretenir son mari, et puis à côté de ça, elle doit être toujours polie, cordiale, sourire, montrer devant tout le monde qu'elle s'entend bien, machin, elle écoute les potins, enfin, elle n'a aucune discussion finalement qui est intéressante et impactante. Tout ce qui peut être argent, entreprise, société, des sujets finalement qui ont un certain poids, c'est pour les hommes. Et elle n'est pas comme ça, et Anthony du coup va vite le découvrir et va en faire une espèce de rival où il va essayer à tout prix de la raisonner, et finalement l'amour ne va peut-être pas tomber là où on s'attend, tout simplement. Et je peux vous dire que le tome 2 était tellement mieux que le tome 1, sincèrement. Le tome 1, moi j'ai préféré Netflix
plutôt que ça. Alors après c'est très différent, sincèrement c'était très différent, les points de vue, les choses exprimées ne sont pas les mêmes, là on est concentré dans le tome 1 uniquement vraiment sur Daphné et le duc de Hastings, alors que vraiment sur Netflix, je pense que vous l'avez remarqué, on a vraiment cet ensemble de... ça fait 3 fois que je dis vraiment, mais on a quand même cette vision d'ensemble des personnages, et notamment par exemple cette enquête pour savoir qui est Lady Whistledown, qui est du coup une certaine demoiselle qui émet des chroniques qui finalement sont justes, mais elle dit des choses, oh mon dieu, voilà, on est un petit peu dans ce genre de choses. Et à côté de ça, ici, Anthony, lui, est un personnage qui... Enfin, encore une fois, il détonne, il est drôle, il est charmeur, il est intelligent, et en même temps, il a cette petite facette où finalement, il ne met pas les femmes à leur niveau à l'époque. Sa sœur, il l'a en grande estime, Daphné notamment, et on se rend compte qu'il fait un petit peu pareil avec la demoiselle qu'on suit ici, et c'est super intéressant. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus drôle, beaucoup plus vrai, beaucoup plus touchant aussi. J'ai adoré cette petite romance qui se construit vraiment... au fil des pages, mais qui prend son temps. Sincèrement, ça prend son temps, et j'ai trouvé ça super chouette. Donc maintenant j'ai plus qu'à m'attaquer à l'intégrale 2, donc qui concerne Bénédicte, qui est du coup le deuxième frère, et j'ai hâte de savoir ce qui va en découdre, puisque jusqu'ici, cette saga, franchement, j'apprécie beaucoup. Comme je n'ai pas spécialement envie de finir la vidéo avec un avis négatif, et bien je vais le mettre maintenant. J'ai été très déçue par une lecture, et notamment celle-ci, c'était le tome 1 de la saga Malédiction, donc c'est les larmes d'Azraël. C'est signé par Cécilia Armand et c'est à retrouver aux éditions Elixiria. Ici on est typiquement dans une romance paranormale, puisque il y a des anges et on a une histoire d'amour avec un ange. On va donc suivre Rosalie qui finalement vient de basculer dans un entre-deux en termes de monde, puisqu'elle est à l'hôpital mais sa conscience n'est ni vivante ni morte, elle erre, et en fait pendant qu'elle va errer, elle va donc rencontrer ce fameux ange qui normalement d'après son rôle devrait lui permettre de passer au stade suivant, du coup au stade dit de la mort. Sauf qu'en fait quand il va la rencontrer, il va se passer quelque chose, c'est parce qu'elle ressemble en tout point à son premier amour, son seul grand amour, et il va être incapable du coup de faire ce qu'on attend de lui, et en fait ils vont rester du coup prisonniers quelque part pendant un certain temps dans cet endroit-ci. Alors on dit que là-bas le temps n'a pas de prise dans cette espèce de deuxième monde parallèle, et du coup finalement nous ça fait peut-être quoi 2 mois, 1 mois, je ne sais plus, mais vraiment pas longtemps, et eux ça ferait beaucoup plus longtemps, sauf que nous en termes de pages, là-dessus on est sur 60 pages. En 60 pages, il s'aime, c'est l'amour fou, waouh! Bon déjà, vous voyez, voilà. Sauf que la suite de l'univers, c'est que elle va reprendre possession d'elle-même. Je vous spoil rien, vous inquiétez pas, elle va revenir à la vie classiquement, elle va reprendre sa vie, sauf que malheureusement l'ange n'arrivera jamais à l'oublier, et du coup il va se passer des petites choses vis-à-vis de ça, puisque notamment dans les règles, les anges ne doivent pas tomber amoureux des humains, c'est totalement interdit et prohibé. Donc vous vous rendez bien compte que ce n'est pas une romance facile. Qu'est-ce que je reproche dans cette romance? Bon déjà comme je vous ai dit, hein, dès les 60 pages j'ai failli abandonner, puisque vraiment en 60 pages on est sur du in love total quoi. J'étais scotchée, je me suis dit soit l'autrice l'explique par le fait que le temps ne s'écoule pas de la même manière. Ok, mais le lecteur c'est 60 pages, c'est tellement... ça paraît tellement fou qu'en 60 pages on tombe amoureux comme ça. C'était vraiment pas du tout empreint de réalisme, même si on est sur un univers qui est fantastique, fantasy ici, je le conçois, mais quelque part si on veut que le lecteur puisse lui-même concevoir cette romance, bah finalement faut peut-être essayer de faire un effort là-dessus, et pour moi du coup déjà c'est un petit peu mouché. Et il y a énormément de choses là-dessus qui moi m'ont dérangé, je vous en avais parlé à ce moment-ci. Là en tête j'ai encore quelques brides, puisque celui-ci je l'ai lu il y a vraiment longtemps pour le coup. Mais autre chose, le culte de la beauté. On est sur un culte de la beauté mais extrême. Tout le monde est beau, tout le monde est plus beau l'un que l'autre, même elle qui est amoureuse, quand si elle voit un autre ange, elle est là genre oh qu'il est beau, mais vraiment, enfin, ce culte de tout le monde est beau, du physique, du je suis pas assez bien pour toi, du oh non. Alors ok, je veux bien que les anges soient décrits comme beaux parce que ce sont des anges, mais là on est à un de ces niveaux, enfin... C'était coton, vraiment c'était coton, et pourtant je suis pas quelqu'un qui est dérangé par ça d'habitude, vraiment, je suis même quelqu'un qui ne voit pas ce éléphant rose de culte de la beauté habituellement. Je sais qu'il y a des personnes derrière, quand elles le lisent, elles disent moi par exemple j'ai pas aimé ce culte de tout le monde est beau, et moi je suis là,
oh bon, je n'avais pas remarqué. Mais vraiment, d'habitude, je ne le remarque pas. Là, par contre, à chaque fois qu'un personnage est arrivé, et vous en avez quand même un certain nombre qui sont présentés, enfin, beau, belle, enfin, arrêtez-vous, j'en pouvais plus. Vraiment, c'était infernal. Et le truc qui m'a beaucoup chiffonné, c'est le fait que, en fait, la protagoniste n'a pas de libre arbitre. Puisque de par leur romance, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une certaine marque qui est apparue, et cette marque fait qu'ils ont un lien indéfectible et qu'elle ne sera jamais entière quand elle n'est pas avec lui. C'est comme si finalement elle n'était que la moitié d'elle-même, qu'elle ne pouvait être heureuse, qu'elle ne pouvait être épanouie, qu'elle ne pouvait vivre pleinement sa vie sans son ange à côté d'elle. Et à cause de ça, elle n'a pas de libre arbitre, dans le sens où des fois il y a un petit truc, elle a voulu disputer avec lui en fait. Elle est incapable de se disputer avec lui parce que son libre arbitre est brimé. Et du coup je trouve que ça donne un sens à la romance qui est tout autre, c'est plus une romance, on a l'impression qu'on est dans un truc qui n'est pas sain du coup, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et j'ai pas trouvé que ça a été fait avec justesse. Le lien aurait pu exister, il n'y a pas de souci, mais au-delà de ça, ce lien, ok, il aurait fait qu'elle se sent pas entière, ça je peux le concevoir, même si on est sur une dépendance de quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas évident, mais on se dit c'est de l'imaginaire, ok, ça peut passer. On essaye de finalement enlever cette idée de la tête, une idée qui peut nous gêner, et on se dit qu'on est dans un univers vraiment imaginaire, ok, mais ce côté dépendance à quelqu'un, plus ce côté libre arbitre qui est perdu, oh, mais c'était trop, enfin, du coup, vraiment, je n'ai pas pu être immergée dans l'histoire. Pourtant, je trouve que l'histoire est intéressante. Vous avez vraiment ce côté romance et à côté de ça, vous avez aussi ce côté avec Dieu n'est pas d'accord avec ce que t'as fait, côté ange déchu, ange qui a été exilé. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes sur le fond de l'histoire. Et du coup, j'ai été vraiment navrée de pas réussir à l'apprécier à sa juste valeur à cause de ces éléments-ci. Franchement, c'est très frustrant. Et je pense que vous le savez, c'est très rare que je sois déçue d'une lecture parce que je ne suis pas difficile, je n'ai pas des exigences qui sont très marquées dans la littérature en général. Et là, pour que moi je vous dise ça, c'est que ça m'a quand même vraiment peiné. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont été déçues, et là je pense à Océane du coup de Nina Quill, et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle avait dit à l'époque, donc... Pourtant je me souviens quand elle en a parlé, je me suis dit ouais mais moi enfin c'est des trucs qui me dérangent pas plus que ça donc ça va le faire, et pas du tout. Après je suis pas là pour vous dire ne lisez pas le livre. Non, si quand même l'histoire vous intéresse, si vous pensez que les petits points que moi je vous ai mentionnés c'est des points qui ne vous gêneront pas dans votre lecture, allez-y parce que vous risquez vraiment de passer un bon moment. Mais si les points que moi j'ai abordés sont des points qui vous gênent également, je pense qu'il n'est pas utile d'investir dans ce roman-ci, qu'il y en a d'autres qui vous scieront mieux. Voilà, ceci n'est qu'un avis personnel. Et pour terminer sur une note un petit peu plus positive, j'ai fini une saga. Oui, chose qui m'arrive très rarement, je reconnais. J'ai donc fini la saga Iskari de Kristen Ciccarelli, je sais pas du tout comment on dit, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce troisième tome-ci, on va suivre du coup notamment... Allez, 2-3 femmes, on va dire ça comme ça. Vous avez Saphir, qui est du coup capitaine de la garde des personnes qu'on suit dans les autres tomes. Vous avez Eris, qui est une demoiselle qui a été recueillie par des pirates, qui vit du coup comme une pirate, comme une voleuse. Et vous avez la tisseuse de ciel, qui est du coup le titre de ce tome-ci. Il faut savoir que dans l'univers d'Iskari, la tisseuse de ciel est une déesse qui permet justement finalement de recueillir les âmes des personnes défuntes et d'en faire des étoiles et du coup de tisser le ciel finalement. Et ici, on va avoir finalement ces trois demoiselles qui vont avoir un certain destin lié, très important, et ah mais qu'est-ce que c'était bon! Je peux pas vous en dire plus que ça dans la mesure où finalement je risque de vous spoiler cette histoire et je risque peut-être de vous spoiler des éléments des autres livres, mais c'était tellement bon, sincèrement c'était tellement bon. Si vous posez la question, vous pouvez le lire sans avoir lu le tome 1 ni le tome 2. Par contre, je vous conseille quand même de les lire, dans la mesure où ça va vous apporter des choses en plus que vous comprendrez plus facilement dans ce tome 3. Si vous lisez le tome 3 directement, sincèrement, vous ne serez pas perdu, hein. Très clairement, si c'est plus lui qui vous botte et pas les autres, vous ne serez pas perdu. Mais je pense que vous perdrez des détails et des informations par rapport aux deux tomes précédents. Petite chose très positive dans ce roman-ci, et j'étais trop contente, on est face à une romance FF. Donc en plus nous sommes tout pile dans le mois des fiertés actuellement, donc ce roman peut très bien finalement s'y installer confortablement avec cette petite romance que j'ai adorée, enfin j'ai été trop touchée, c'était tout mignon et en même temps c'est tellement
finalement c'est pas quelque chose auquel les personnages s'attendent, donc du coup on tombe des nues en même temps qu'eux, et en même temps on est là genre en mode oh mais vous êtes trop choupis les filles, et pourtant ce ne sont pas des personnages choupis du tout. Enfin quand on vous dit une pirate et une capitaine, enfin c'est pas des demoiselles qui sont là en train de, comme moi, de se toucher les cheveux, de se pomponner, de se vernir les ongles et d'avoir peur de s'en casser un. Pas du tout, ce sont des femmes d'action et ce sont des femmes d'aventure, du coup c'est trop génial de les voir évoluer dans ce sens là, j'ai adoré. On retrouve du coup les personnages comme je vous ai dit des tomes précédents et j'étais trop contente de les revoir, et j'ai même eu un petit pincement au cœur quand on parle du coup de Asha, qui est du coup la demoiselle qu'on suit dans le tome 1 qui s'intitule Asha tueuse de dragon, et le tome 1 avait été jusque là pour moi le plus beau des tomes. Ah, celui-ci, je sais pas s'ils sont à égalité ou s'ils se chevauchent, mais il était tellement bien. Je pense sincèrement qu'on est sur un petit coup de cœur. C'est pas le coup de cœur genre le faiseur de rêve, voilà. Mais je pense qu'on est sur un petit coup de cœur. De toute façon, Hikari, j'ai adoré cette trilogie aux éditions Gallimard, vraiment elle est excellentissime. Et toute la mythologie autour ici de la tisseuse de ciel. Oh, Mama! Ah, il est génial. Il est absolument génial cette mythologie, donc elle, pas il pardon, mais elle envoie du pâté, elle est tellement bien construite, elle est tellement intéressante, elle est tellement prenante, vous avez une autre dimension avec d'autres personnages et tout, et c'est... Oh mon dieu, c'était vraiment génialissime, j'ai adoré, je suis désolée de vous le survendre, mais je ne peux pas faire autrement tellement moi j'ai apprécié, et si vous posez la question, on est en fait sur de la fantaisie orientale, et est-ce que vous savez que Kimi égale fantaisie orientale? Peut-être, je ne sais pas, mais je peux vous dire que c'est typiquement mon genre de lecture favori de parmi tout, hein. Même si j'adore l'univers imaginaire, la fantaisie en général, la fantaisie orientale pour moi dépasse tout, et trop contente d'avoir fini cette saga, mais en même temps je suis trop triste, elle était tellement géniale, puis la plume de l'autrice, enfin tout est bien. Tout est bien, vraiment, il ne faut pas hésiter à découvrir cette saga. D'ailleurs j'ai poussé les filles à la découvrir, notamment dans leur palle. Enfin Ali m'a chouré Hikari dans la palle de Soli, puisqu'elle a répondu à la palle avant moi, mais moi du coup je l'ai mis en évidence dans sa propre palle. Je veux que tout le monde lise Hikari parce qu'il est vraiment bien, et si vous le faites, ben, j'espère que du coup vous m'en ferez un petit retour, puisque je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous aurez fait peut-être des belles découvertes grâce à moi, des envies livresques, des envies d'achat, peut-être que vous voulez me taper, me jeter des carottes, des pierres et des tomates parce que mince Kim, tu veux encore me faire dépenser des sous, mais sachez que moi aussi j'en dépense, hein, alors c'est donnant, voilà. Non, j'ai adoré la tournée, j'ai l'impression que j'ai peut-être un petit peu plus bafouillé que d'habitude, mais je pense que c'est parce que finalement les vidéos où je me pose comme ça et que je discute de livres avec vous, ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné, donc c'est le temps de réenclencher la machine, voyez-vous. Je peux déjà vous dire ce qui va arriver dans le prochain update lecture si vous souhaitez du coup savoir un petit peu ce qui va en être. Il y aura du coup le désert des couleurs de Aurélie Wellenstein, il y aura le tome 1 de The Bone Season de Samantha Shannon, oui c'est ça, j'ai peur de dire une bêtise, Samantha Shannon aux éditions de Saxus, il y aura aussi La fileuse d'argent de Naomi Novik, il y aura... Attendez, parce que du coup je l'en double. La cité de laiton de S.A. Chakraborty chez De Saxus. Donc ça veut dire que à suivre dans le prochain update lecture concours. Je dis ça, je ne dis rien. Et il y aura sûrement du coup ma lecture en cours. C'est donc le tome 1 des enquêtes de Lady Rose, meurtre et séduction, par l'auteur de la saga Agatha Raisin, donc MC Beaton aux éditions Albin Michel. Pourquoi je l'ai acheté? Il y a écrit entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne. On est dans un cozy mystery à l'époque des Bridgerton, donc au 19e quoi. Enquête au 19e siècle dans la saison des mariages et patati patata. Voilà, du coup je me suis fait avoir, je l'ai acheté, je suis en train de le lire. Du coup j'espère que vous serez aussi emballés par les futurs avis lecture qui vont arriver du coup dans le futur update lecture, vous l'avez compris. En tout cas j'ai adoré passer ce moment avec vous, n'hésitez pas à rebondir sur les titres que je vous ai présentés, si vous êtes d'accord, pas d'accord. De toute façon, il n'y a pas un avis plus important qu'un autre, chaque lecteur a un avis qui lui est propre, qui lui est personnel, et ça veut pas dire que finalement un tel a plus raison qu'un tel. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes lectures les Kimichou, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais tout plein de gros bisous. Rendez-vous dimanche pour un reading vlog. Ciao tout le monde!